sommes un État, nous avons les forces armées congolaises pour défendre l'intégrité du territoire, protéger le peuple congolais. Alors, si le Rwanda, qui nous fait déjà la guerre, dit qu'il est prêt pour continuer à nous faire la guerre, mais je crois, nous ne sommes pas des gamins ni des naïfs pour continuer à pleurnicher. Nous avons l'armée. L'armée a pour mission de défendre l'intégrité nationale et l'armée pourra se prendre en charge. L'armée pourra se prendre en charge puisque nous avons des hommes, des troupes aguerris. Donc, nous ne pouvons pas continuer à baisser les bras. Il faut chasser les Rwandais du territoire du Congo. Il faut chasser. Même si nous pouvons rester un seul homme, deux hommes, mais le Congo doit être protégé dans ses frontières héritées de la colonisation, ses frontières depuis la déclaration de l'indépendance en 1960. Donc, que le Rwanda se sente fier. Mais vous voyez, c'est un État voyou. Kagame, c'est un opérateur politique voyou. Mais ce sont les décideurs du monde, Guélo. Ce sont ces décideurs du monde qui nous empêchent. Vous savez que nous jouons seulement à la défensive. Nous ne passons pas à l'offensive. Ben nous voilà, jouons à la défensive. Et là, quand nous jouons à la défensive, on nous empêche aussi de se défendre, d'attaquer. C'est ça. Non, mais on nous empêche d'attaquer. Vous voyez, nous devons observer. Vous vous rappelez les forces de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Vous avez vu l'ESC en cycle, vous avez vu la complaisance. Vous avez vu la complaisance. Ils voyaient ces gens-là, lorsque les FARDC voulaient les attaquer, non, ils s'interposent. Mais est-ce que c'est la naïveté ou la faiblesse des chefs de Kinshasa, dans le sens où nous observons des principes, vous avez si bien dit, l'autre là ne respecte rien? Est-ce qu'on va continuer à se comporter comme ça ou bien nous avons aussi l'obligation de le défendre au point d'attaquer? C'est ça aussi le grand problème. Nous avons l'obligation de défendre notre territoire. L'option de la guerre doit déjà être envisagée, puisque la communauté internationale souffle les chauds et le froid. Au même moment. La communauté internationale veut que notre pays soit balkanisé, puisque le Rwanda qui n'a pas une armée normative, le Rwanda qui n'a pas une armée cotée, alors comment ce Rwanda-là peut faire face à un pays qui a une armée régulièrement cotée et une armée qui occupe une bonne position? Alors, comme ils ont voulu parler de l'opposition parlementaire, les législateurs tranchent. Ils disent que celui qui peut être porte-parole de l'opposition, c'est le parti politique qui a un grand nombre de députés. Fayoulou, lors du mandat passé, même du mandat actuel, il avait combien de députés nationaux? Il ne peut pas prétendre à ça. C'est pour ça qu'il dit non, ce n'est pas le moment. Mais pourquoi il y a eu la loi? C'est pour que nous puissions mettre la loi en mouvement. La loi n'a pas été édictée et promulguée du temps de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République et chef de l'État. Donc si nous respectons, nous devons avoir la culture de la loi, nous devons respecter la loi. Donc vous voyez par exemple... C'est Moïse Katumbi qui sera désigné comme porte-parole de l'opposition. Quel est le parti politique qui a un grand nombre de députés, puisqu'on parle de l'opposition parlementaire? Alors si c'est ainsi que nous avons dit aux gens, quel est le parti politique qui est une première force parlementaire? Et s'il y en a, il n'y a pas de débat. On découvre ces partis-là, on lui donne ce droit-là. C'est ça la loi, c'est ça même la définition de la loi. Une règle générale, abstraite et impersonnelle. C'est-à-dire, la loi ne doit pas viser les individus, la loi trace la ligne de conduite de manière que celui qui peut, la loi demande que vous soyez à droite. Si vous vous retrouvez à gauche ou bien au centre, vous êtes condamné. Donc, ici, on ne peut pas avoir les débats. Il faut que les opérateurs politiques, au lieu de voir leur ventre, de voir leurs intérêts, de voir les palissades, de voir des maisons, de voir autant de femmes, ils doivent avoir la culture de la loi et de respecter la loi.
Bon début de week-end à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Un seul invité sur ces plateaux, il est du régime, il est de l'UDPS, au cadre au sein de ces partis politiques. Il s'agit de Maître Emmanuel Fanche, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Déjà, vous savez, hier, c'était une journée consacrée aux réfugiés. Du coup, c'était le 20 juin, bien sûr. Il y a eu des voix qui sont élevées pour fustiger ce qui se passe à l'Est, même au niveau des Nations Unies. On déplore les massacres. Le tout dernier, plutôt, c'était à Béni, où on avait compté beaucoup de morts. À la même occasion, il y a une structure de la MONUSCO qui demande que la paix soit instaurée. La structure en question demande même qu'il y ait échange ou un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi, président de la République du Congo, et le président rwandais Paul Kagame, sous la médiation de Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, en tant qu'ancien président, un doyen, s'il fallait dire, et en même temps, les pays voisins de la RDC. Alors, est-ce que ça sera possible? Pas plus tard qu'hier, le président rwandais a déclaré sur les ondes de France 24 que le Rwanda serait prêt à faire la guerre contre la RDC, alors que nous voulons la paix. Nous ne sommes pas sur ce chemin. Le chef de l'État avait dit que la guerre n'est pas une option qu'on peut à tout prix privilégier. Plus d'une fois, on a tenté d'échanger sur le plan diplomatique avec Kigali, mais sans succès. La mauvaise foi a été visible, n'est-ce pas? Eh bien, qu'adviendra-t-il? Aujourd'hui, le Rwanda s'est dit prêt à faire la guerre contre la RDC. Que pensez-vous? Que dites-vous? Eh bien, nous allons réfléchir tout autour de la question dans cette émission, où nous parlerons également de gouvernement suminois qui est déjà opérationnel, déjà en action. Et il y a eu des missions, vous le savez, d'une dame qui l'autre fois était ministre, n'est-ce pas, déléguée, avait jeté l'éponge. Nous allons vous parler de tout ça. Maître Emmanuel Fanche, merci d'être venu et bon début de week-end à vous. Merci Guélo pour l'invitation. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas passé au niveau de Nice Press pour que nous puissions cogiter l'actualité ensemble et édifier des milliers et des milliers de téléspectateurs qui aiment Nice Press. D'ailleurs que je salue en passant. Donc aujourd'hui, nous avons tout fait pour être là afin de communier avec eux et je les salue déjà et je vous dis grandement merci pour cette confiance renouvelée. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu encore à notre invitation. Alors déjà, à l'entame, la situation sécuritaire nous préoccupe. Il y a eu massacre il y a peu, des tueries continuent. En ce moment même, il y a l'armée rwandaise et les M23 qui se préparent pour conquérir d'autres territoires, encore en croire la société civile du coin. Kigali, Kagame s'est dit prêt à nous faire la guerre. Alors qu'il y a certaines structures, comme j'ai dit à l'entame, qui exigent même qu'il y ait échange entre Kinshasa et Kigali pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est, mais sous la médiation du président du Congo-Brazza, Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou encore, quelles sont vos analyses par rapport à ça? Merci beaucoup, mon frère. Mais vraiment, je présente mes condoléances les plus émues, les plus attristées à toutes ces familles inutilement endeuillées par le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas se dire prêt à se battre, prêt à faire la guerre à la République démocratique du Congo, notre pays, puisque le Rwanda nous fait déjà la guerre depuis très longtemps. Vous avez vu le rapport mapping de l'ONU. Vous avez vu le rapport des inspecteurs de l'ONU envoyés par le Conseil de sécurité au Congo. Vous avez vu le rapport de la MONUSCO. Et plusieurs fois, il y a eu des sommets en Angola, puisque la médiation est assurée par le président angolais, Lorenzo. Donc, mais M. Kagame ne respecte rien. Il n'a pas de parole à respecter. M. Kagame foule aux pieds tous les principes du droit international. Droit des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacés. Et vous l'avez dit, hier, on célébrait la journée des réfugiés. Mais le Rwanda a occasionné combien de déplacés dans notre pays? Combien de misères dans notre pays? Et nous disons ici que le complot est international. Puisque le président de la République, en tant que diplomate,
n'avait pas privilégié, lors de différentes rencontres avec le Rwanda, n'avait pas privilégié l'option de la guerre. C'était l'option politique et diplomatique qui était privilégiée. Mais vous voyez que le complot est international, à tel point que le Conseil de sécurité n'ose même pas prendre une petite sanction contre le Rwanda, malgré tous les rapports présentés par l'ONU, donc le rapport Mapping, le rapport des inspecteurs des Nations Unies, le rapport de la MONUSCO. Donc on a prouvé plus d'une fois que le Rwanda est sur le territoire congolais. Et la SADC l'a dit également. Donc, mais le Conseil de sécurité, au lieu de prendre des sanctions sévères contre M. Kagame, qui foule au pied les principes du droit international, voilà, le Conseil de sécurité recommande une fois de plus le dialogue, des réunions diplomatiques. Combien de fois n'a-t-on pas tenu des réunions diplomatiques? Est-ce que le Rwanda a observé ça? Tout ça pourquoi? Vous avez vu que dans le Conseil de sécurité, ce sont les États-Unis, c'est la France. Et la France a prorogé la coopération militaire avec le Rwanda. Vous comprenez ça? À quelle fin? Les États-Unis proposent toujours les dialogues. À quelle fin? Et ce sont ces pays-là qui nous agressent. La Pologne fournit des armes au Rwanda. Alors vous comprenez que ces pays-là ne veulent pas que la République démocratique du Congo soit en paix, que la République démocratique du Congo se développe. Vous avez vu lors des régimes passés que le Rwanda était en train de régner dans notre pays. Les Rwandais sont dans plusieurs institutions. Les Rwandais pouvaient participer à la vie politique comme si de rien n'était. Donc, tout cela était le plaisir de membres du Conseil de sécurité, c'était le plaisir des multinationales qui sont en train d'utiliser les Rwandais. Pourquoi ne pas venir par la grande porte? Et le président de la République a toujours les bras ouverts. Le président de la République a dit ceux qui viennent par la grande porte pourront avoir une part consistante. La République démocratique du Congo ne refuse pas de coopérer. Mais le Rwanda est toujours utilisé. Mais sur le plan diplomatique, est-ce qu'il faut s'imposer ou bien faire les beaux yeux? Sinon, comme nous parlons de ces sujets, vous avez dit tantôt que Kagame continue à se comporter en délinquant. Oui. Il n'a jamais respecté les accords. Jamais. Encore, les accords, oui. Il y a eu Luanda 1, Luanda 2, Nairobi, sans succès. Au regard de sa déclaration d'hier, il s'est dit prêt, si nécessaire, de se battre avec la RDC. Quelle attitude nous, le Congo, devrions voir? Est-ce qu'il faut toujours continuer à observer? Il faut continuer à... sur le plan diplomatique, ou bien on peut prendre aussi la position ou encore posture de la guerre? Non, nous allons avec les deux. Pourquoi nous avons les forces armées congolaises? Et quelle est la mission régalienne confiée aux forces armées congolaises? C'est la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes un État, nous avons les forces armées congolaises pour défendre l'intégrité du territoire, protéger le peuple congolais. Alors, si le Rwanda, qui nous fait déjà la guerre, dit qu'il est prêt pour continuer à nous faire la guerre, mais je crois, nous ne sommes pas des gamins ni des naïfs pour continuer à pleurnicher. Nous avons l'armée. L'armée a pour mission de défendre l'intégrité nationale et l'armée pourra se prendre en charge. L'armée pourra se prendre en charge puisque nous avons des hommes, des troupes aguerris. Donc nous ne pouvons pas continuer à baisser les bras. Il faut chasser les Rwandais du territoire du Congo. Il faut chasser. Même si nous pouvons rester un seul homme, deux hommes, mais le Congo doit être protégé dans ses frontières héritées de la colonisation, ses frontières depuis la déclaration de l'indépendance en 1960. Donc, que le Rwanda se sente fier. Mais vous voyez, c'est un État voyou. Kagame, c'est un opérateur politique voyou.
Hein, ce qui fait, ça ne corrobore pas avec les comportements exigés par la mondialisation, les comportements exigés par le droit des gens. Donc c'est triste. Et il l'est dit aussi au vu de tout le monde. La communauté internationale est là, hein, en train de suivre. Bon, le Rwanda n'a pas été aligné par les institutions qui cotent les armées. Vous voyez, sur le plan mondial, donc, nous occupons 73e position. Le Rwanda n'est pas classé. L'Ouganda, qui est complice du Rwanda, occupait 124e position. Donc, c'est pour dire que le Congo démocratique a une armée. Et sur le plan africain, l'armée congolaise occupe la 7e, la 8e position. Et l'Ouganda, c'est 24e position. Alors, le Rwanda n'est pas aligné. Donc, nous devons nous apprêter à faire la guerre au Rwanda pour le bouter hors de nos frontières. Je disais, vous parlez des prouesses de nos soldats, de l'armée congolaise. Ça, vous êtes... vous avez complètement raison, voulais-je dire. Mais la réalité sur le terrain est autre. Bunagana a 2 ans, plus de 2 ans déjà depuis que Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. Au-delà de Bunagana, il y a aussi beaucoup de coins, beaucoup de zones, beaucoup de territoires que le M23 occupe, sous la bénédiction bien sûr de l'armée rwandaise. Mais nous qui sommes forts, bon, je parle de l'armée, nous qui sommes fortes, nous qui sommes puissantes, qu'est-ce qui nous empêche de récupérer les territoires qui sont qui nous échappe, quoi, qui est contrôlé plutôt par les ennemis. Mais ce sont les décideurs du monde, Guélo. Ce sont ces décideurs du monde qui nous empêchent. Vous savez que nous jouons seulement à la défensive. Nous ne passons pas à l'offensive. Ben nous voilà, jouons à la défensive. Et là, on nous empêche aussi de se défendre, d'attaquer. C'est ça aussi. Non, mais on nous empêche d'attaquer. Vous voyez, nous devons observer. Vous rappelez les forces de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Vous avez vu l'ESC en cycle, vous avez vu la complaisance. Vous avez vu la complaisance. Hein? Ils voyaient ces gens-là, lorsque les FARDC voulaient les attaquer, non, ils s'interposaient. Mais est-ce que c'est la naïveté ou la faiblesse des chefs de Kinshasa, dans le sens où nous observons des principes, vous avez si bien dit, l'autre là ne respecte rien? Est-ce qu'on va continuer à se comporter comme ça ou bien nous avons aussi l'obligation de le défendre au point d'attaquer? C'est ça aussi le grand problème. Nous avons l'obligation de défendre notre territoire. L'option de la guerre doit déjà être envisagée, puisque la communauté internationale souffle les chauds et le froid. Même moment. La communauté internationale veut que notre pays soit balkanisé, puisque le Rwanda qui n'a pas une armée normative, le Rwanda qui n'a pas une armée cotée. Hein? Alors comment ce Rwanda-là peut faire face à un pays qui a une armée régulièrement cotée et une armée qui occupe une bonne position? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, le gouvernement de la République qui vient d'être investi, donc on fait preuve de bonne foi. Nous avons fait preuve de bonne foi. Donc, étant donné que nous avons l'obligation de protéger nos frontières, il faut nécessairement que le Rwanda et ses supplétifs de M23 et autres sentent la puissance des feux des FARDC pour les chasser du territoire national. Comme ça, qu'ils aillent au Rwanda, et quand ils seront au Rwanda, Kagame peut se préparer, encore une fois, à nous faire la guerre, et en ce moment-là, nous allons l'affronter. Nous allons l'affronter. La CPGL est là. Hein? Mais est-ce que le principe de la CPGL, c'est cela? Le Rwanda n'observe rien. Le Rwanda, c'est un État voyou. Disons, Kagame, c'est un dirigeant voyou. C'est un dirigeant voyou. À un certain moment, il a dit que ce n'est pas lui qui agresse la RDC. Et les gens qui font la guerre à la RDC sont là. C'est-à-dire, lui est commissionnaire. Lui, c'est un pion qu'on est en train de télécommander, de téléguider. Non. Donc, nous devons prendre toutes les dispositions. Comme Mouzé nous l'avait dit autrefois, le soldat du peuple a dit, organisez-vous, prenez-vous, hein,
en charge. Nous devons nous prendre en charge. Nous La devons nous prendre balkanisation en dont vous charge. avez fait allusion, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça a pris corps déjà? À titre d'exemple, 2 ans depuis que Bunagana est sous contrôle du Rwanda ou de Kigali, est-ce que ce n'est pas une manière où clairement on peut dire que c'est déjà une sorte de balkanisation? Non, la balkanisation n'aura pas lieu. Les décideurs du monde peuvent faire toutes leurs manœuvres, mais la balkanisation ne pourra pas avoir même lieu. les administrateurs Même si non, mais ça, ce sont des bêtises. Ils avaient tenté, mais ils constatent jusqu'à ce jour, ça ne produit pas les fruits. Hein? Donc, le Rwanda ne peut pas avoir 2-3 cm² de notre territoire national et il y aura la paix à l'Est. Jamais. Jamais. Le Rwanda ne le fera jamais. Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui, hein, alors tous les principes de droit doivent être remis en question. Si le Rwanda accepte, obtient gain de cause que le Congo soit balkanisé, je crois qu'il n'y aura pas de paix. Nous sommes un pays exceptionnel, nous sommes toujours un cas particulier. Depuis 1908 jusqu'à 1960, nous sommes un pays particulier. Donc vous savez que la Belgique avait soutenu la sécession katangaise avec Moïse Tshombe. Hein? C'était pour que le Katanga soit un État à part. Mais la Belgique n'avait pas réussi. Et aujourd'hui, ce n'est pas le petit Rwanda qui va réussir ça. Le petit Rwanda ne réussira jamais ça. Il ne réussira jamais ça. Nous sommes un pays exceptionnel. Nous sommes une nation appartenant à Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Puisque Dieu nous donne les hommes, Dieu nous donne le moyen de nous armer et de faire la guerre. Nous avons l'obligation de se battre et en lieu et place de parler de Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné, quitte à nous maintenant de se défendre. Guélo, Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui peut faire la guerre. Il a des armées innombrables. Il a des armées innombrables. Hein? Le cas d'Israël est là. Hein? Si Israël a gagné la guerre autrefois, hein? Si Israël continue à se battre contre la Palestine aujourd'hui et avoir des victoires, c'est grâce à ces dieux-là, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel nous donne les hommes, l'Éternel nous donne les souffles de vie, l'Éternel nous donne la possibilité d'équiper correctement notre armée, et c'est pour faire la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais nous avons observé les comportements, la ligne de conduite que les décideurs du monde nous imposaient. Mais aujourd'hui, même les décideurs du monde, aux yeux du monde entier, ils sont devenus quelque peu mais justement, ridicules et complaisants. Nous avons observé pendant longtemps. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui à passer directement à l'acte? C'est vraiment ça le plus grand souci. Nous allons le faire, ne vous en faites pas, nous allons le faire puisque le président a usé de voies politiques et diplomatiques, mais le Rwanda ne veut pas observer, nous allons le faire. Mais il faut comprendre aussi que ça peut être un piège, réellement c'est un piège que la communauté internationale est en train de nous tendre, de manière à ce que si nous ouvrons directement, nous engageons directement la guerre, nous ouvrons le feu, donc elle va s'interposer pour dire non, nous protégeons le Rwanda. Le Rwanda, c'est la minorité. Il ne faut pas exterminer la minorité et tout ça. Donc, alors ces pièges-là, nous l'évitons. Mais nous avons le droit légitime. Oui. Nous avons le droit légitime, hautement légitime, pour défendre notre territoire national, pour défendre l'intégrité du territoire national. Et la guerre que nous pouvons engager contre les occupants, contre les pilleurs de nos richesses, donc sera une guerre légitime. Et personne ne peut nous condamner pour ça. Ça sera même la légitime défense. Vous avez parlé d'un piège. Vous avez dit tantôt que Kinshasa continue à respecter la norme. Nous observons un complot qui vient de loin. Vous avez cité la communauté internationale de grandes puissances, par des États-Unis, la France, Belgique, Pologne et j'en passe. Les pièges dont vous faites allusion, nous sommes victimes. Oui. Alors, comment on peut s'y prendre? Est-ce qu'il faut continuer à observer? La question était déjà posée, mais j'y reviens parce qu'il y a un bémol. Est-ce qu'il faut continuer à observer? Comme vous avez dit que c'est un piège
comment peut-on nous déjouer ces pièges? Est-ce qu'il faut continuer à compter les morts? Est-ce qu'il faut aller sur le plan diplomatique alors que vous avez reconnu sur ces plateaux que Kagame ne respecte rien? Sinon, comment on peut s'y prendre? Bon, les décideurs du monde, vous avez suivi le Conseil de sécurité en train de recommander des réunions diplomatiques, on doit continuer. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment une diversion. Une diversion, oui, sachant déjà que ça n'a pas abouti parce que Kigali ne respecte rien. Oui. Comme c'est une diversion, nous allons dans cette diversion-là, mais sur terrain... Cependant, nous continuons à... Non, sur terrain. Non, nous allons dans la diversion, non. C'est une diversion, puisque c'est le Conseil de sécurité qui a l'obligation légitime de pouvoir imposer des sanctions à Kagame. Oui. Kagame, c'est un dictateur. Chez lui, hein, ça n'évolue pas. Hein. Il veut encore... il y a les élections que l'on va organiser au Rwanda incessamment là. Mais il veut encore se porter candidat à la présidence de la République. Hein. Vous savez qu'il y a eu une frange importante de Rwandais qui avait manifesté contre... Mais ici le problème, c'est l'individu de Paul Kagame ou bien le régime rwandais. Ce qui dit Kagame peut ou ne peut être là, mais le système va continuer. Non, le système, même s'il continuait, mais je crois il sera différent de celui qui est animé par le président voyou Paul Kagame. Vous voyez, le malheur du Rwandais, prochainement, c'est la gouvernance de Kagame. C'est un dictateur, il n'y a pas de démocratie là-bas. Les opposants sont muselés, martyrisés et tout. Donc, nous devons aller dans cette diversion-là. Mais sur terrain, nous avons la prérogative régalienne de défendre l'intégrité du territoire national. Nous devons chasser les ennemis qui sont sur notre territoire, puisque nous avons l'obligation de la paix. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité qui sévit à l'Est, le massacre et la guerre de l'Est, on peut dire que la responsabilité revient à 100% à Paul Kagame? Nous sommes pour rien, nous les Congos, nous les Congolais? Vous savez, les hommes passent, les institutions restent. Le régime passé a fait 18 ans. Il y avait des accords, il y avait des complots et tout ça. Hein. Le Rwanda considérait que le Congo était sa colonie. Alors aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive au pouvoir, les fils dignes de la République démocratique du Congo, donc il veut que les Congolais puissent jouir de leur territoire et de tout ce que Dieu leur a donné comme richesse du sous-sol, du sol et même de l'espace aérien. Alors, ces gens créent la jalousie. Vous voyez? Créent la jalousie. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité, la guerre de l'Est, oui. Est-ce que c'est les résultats des 18 ans de Kabila ou bien ça date de longtemps? Parce que vous avez dit tantôt que c'est un complot qui date de longtemps. Pourquoi non, mais ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. Vous avez vu, Mouzé a été abattu. Hein? Lorsque l'AFDL est entré dans notre pays et que le 17 mai 1997, Mouzé a fait la déclaration de prise de pouvoir. Peu de temps après, le sphinx délimité, que j'appelle toujours le prophète politique, aujourd'hui Moukichi, Étienne Tshisekedi Wamulumba pour ne pas le citer, il avait demandé à Mouzé de libérer, de renvoyer tous les étrangers qu'il avait aidés à prendre le pouvoir. Et que ces étrangers pouvaient nous faire la facture de la guerre. Le maréchal Mobutu a fait la guerre de 80 jours. Et c'est l'Arabie saoudite qui nous avait prêté l'argent. Et on a fini par payer ça après. Alors, Étienne Tshisekedi a demandé à Mouzé de renvoyer ces étrangers-là et qu'ils nous fassent la facture de la guerre et que nous devrions payer. Mouzé, s'il avait écouté la voix d'Étienne Tshisekedi, le prophète politique, nous ne devrions pas en être là.
Nous ne devions pas en être là. Mais Moussa avait dit non, il n'y avait pas d'étrangers. Le même Tshisekedi dont vous faites allusion de ceux-là qui pensent qu'il était des mèches avec Kigali depuis. Lui qui avait envoyé Roger Lumbala, si je m'abuse, à Kigali en son temps. Il avait envoyé Moubake au nom de l'UDPS à Kigali pour négocier certaines choses. Mais aujourd'hui, vous indexez ou encore vous chargez tout, vous surchargez plutôt Kabila, alors qu'il y a aussi les non-dits par rapport à ça. Mais Etienne Tshisekedi ne gérait pas le pays, mais c'est un homme qui aimait le peuple. Non, pour comploter contre sa nation... Non, il n'avait pas comploté contre... Vous savez... Non, je vous donne l'exemple. Ça ne vous exige seulement pas d'être dirigeant du pays. Je vous dis que Etienne Tshisekedi luttait pour l'établissement d'un état de droit dans notre pays. Il luttait pour la justice. Il combattait les antivaleurs. Et en tant qu'opposant, avait un grand diplomate, premier docteur en droit de notre pays. Donc, il y avait des stratégies. Vous savez que quand le RCD... Et parmi les stratégies, il fallait envoyer Roger Lumbala à Kigali. Non, je vous dis ceci. Lorsque RCD a déclenché la guerre dans notre pays, qu'est-ce que Etienne Tshisekedi avait conseillé? Il avait dit, Moussa avait dit, la guerre sera longue et populaire. Mais Etienne Tshisekedi a dit, nul n'a le droit de verser le sang des fils et filles de ce pays. Donc, je voudrais rencontrer les chefs de l'État, puis je vais rencontrer Paul Kagame, puisque c'est lui, l'auteur intellectuel qui était derrière les Roubaix et autres, dont le RCD, Goma, qui avait déclenché la guerre. Je vais dialoguer avec eux pour que la guerre cesse. Et il a dit, même si on fait la guerre, au bout des canons, les gens dialoguent pour voir comment on peut protéger les intérêts des vaincus. Mais on l'a appelé mon ami et frère, Ngouej Katoto André. Il était journaliste, il a commencé à mépriser Etienne Tshisekedi, c'est un collabo, c'est un traître, etc. Mais après tout, nous n'avions pas eu la victoire grâce aux armes. Et puis les Rwandais ont abattu lâchement Mouzé. Il était dans son bureau. Ce que Etienne Tshisekedi voulait, c'était les dialogues pour voir ce que le Rwanda voulait. Puisque le Rwanda voulait prendre notre pays. Vous savez que ce sont les Rwandais qui avaient tué Kisase Ngandu. Oh, c'est Kisase Ngandu qui gérait l'armée de l'AFDEL. C'est Kisase Ngandu qui était normalement pointé président de la République. Mais les Rwandais, malins qu'ils étaient, tout ça envieux, ils ont abattu encore lâchement Kisase Ngandu. Et Mouzé a été également lâchement abattu dans son bureau. Par le Rwandais toujours. Alors s'il avait écouté Etienne Tshisekedi pour dialoguer avec les Rwandais qui nous agressaient, qui nous avaient aidé à ce que Mouzé prenne effectivement le pouvoir, puisque Etienne Tshisekedi avait déjà affaibli Mobutu. Mobutu était déjà à Kawele, il n'était plus là. Je disais, aujourd'hui, c'est le fils de Tshisekedi qui est à la tête du pays. Oui. 5 ans déjà, ça c'est la 6e année, dans le 2e mandat. Qu'est-ce qu'il a fait déjà pendant ce temps pour que la paix soit retrouvée de la partie Est? Non, mais il ne dort pas. Non seulement les fils biologiques, mais aussi politiques. Oui, mais il ne dort pas. Vous avez vu d'abord combien de voyages il a effectués pour que, sur le plan diplomatique, nous puissions avoir la victoire, pour que le Congo rentre dans le concert des nations, pour que le Congo ait la paix. Et les résultats étaient là. Et c'est un pari gagné d'après vous? Oui, mais c'est le pari gagné, puisque jusque-là, il ne baisse pas le bras. Jusque-là, il se bat. Vous avez vu que les complices... pari gagné alors qu'on vient de massacrer il y a peu? L'insécurité continue. Mais je vous dis... Nous avons dit à l'entame de l'émission ici, Bounaga est sous contrôle. Je vous dis... Mais qu'est-ce que vous appelez maintenant pari gagné, voilà? Non, pari gagné, c'est la diplomatie. Pari gagné, personne n'a cité Kagame, personne n'a cité le Rwanda, avant Félix Antoine Tshisekedi comme étant un pays agresseur. Et même la communauté internationale a reconnu. C'est ça la victoire. Le fait de citer Kagame, le fait de citer le Rwanda. Non, mais aujourd'hui, on reconnaît que le Rwanda agresse le Congo. Le Rwanda est sur le territoire congolais. On le reconnaît. Mais comme les décideurs du monde ont des agendas cachés, donc ils ne veulent pas prendre des sanctions contre Kagame. Vous avez suivi, même notre frère
africains, président Ruto du Kenya pour ne pas les citer, il y a eu, pas plus tard qu'avant-hier, hein, une manifestation monstre au Kenya contre le président Ruto pour la guerre. Contre le projet, oui, le plan des sociétés. Et le président Ruto va aux États-Unis, va en Europe, comme disciple, un envoyé, un ambassadeur itinérant du Rwanda pour dire que non, la guerre qui se vit au Congo n'est pas rwandaise, c'est une guerre, une affaire congolo-congolaise. Donc vous comprenez le niveau de la trahison, le niveau de complicité. Vous voyez, le complot est international. On fait confiance à un président qui venait fraîchement d'être élu, mais voilà, il s'est fait maintenant un envoyé, un porte-parole du Rwanda. Un président de la République, un chef de l'État. Et aujourd'hui, les Kenyans manifestent, réclamant même son départ. Vous voyez ça? Donc, ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait, c'est déjà grand. Alors, dossier des et vous avez même suivi Herman Cohen. Herman Cohen a dit non, la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de Moukish, donc nous dépasse même la France. Donc nous dépasse. Je voulais c'est quelqu'un d'une bonne école. Il a été dans les moules de la démocratie et de la diplomatie. Donc nous pensons que nous allons avoir gain de cause. Dossier salaire des élus nationaux, ça fait couler un craie salive. Vous et moi avions suivi l'intervention du président de l'Assemblée nationale qui avait parlé de 14 millions de francs congolais, environ 5 000 $ comme salaire des députés, toute rubrique y compris. Par contre, il y a, dans la loi des finances 2024, fixe les émoluments mensuels d'un député à 9 361 $. Personnellement, j'ai suivi hier un député de l'Union Sacrée, qui était sur le zone de Top Congo, qui avait dit qu'au-delà de 5 000, ils avaient reçu 3 000 $ comme frais de vacances parlementaires, alors que Vital Kamerhe nous a parlé de 5 000 $, toutes les charges y compris. Que peut-on nous comprendre? Qui dit vrai? Qui dit faux? Sinon, c'est pour quelle finalité s'il faut parler de poudre aux yeux vis-à-vis de la population? Merci beaucoup. Le peuple congolais est souverain. Au terme de l'article 5e de la Constitution de la République, les constituants disent sans embâche que la souveraineté nationale appartient au peuple, que tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par référendum ou élection ou indirectement par ses représentants. Donc le peuple a droit d'être informé. Et d'ailleurs, le droit de l'information fait partie des droits humains de la troisième génération. Le président de l'Assemblée nationale a parlé, puisque c'est lui qui a les prérogatives régaliennes d'engager l'Assemblée nationale. Malheureusement, notre ami qu'on appelait président élu aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne parle plus de président élu. Non, il avait tweeté par rapport à ce dossier. Il avait dit que c'était du mensonge. Oui, il avait dit que c'était 21 000 $ et tout ça. Il avait un député là qui faisait trop de bruit, un député de l'Est, avec un autre là de l'envol qui était soufflé. Donc, on leur avait demandé des preuves. Ils n'ont pas administré des preuves. Alors, l'actuel président de l'Assemblée nationale, voulant éclairer la lanterne du souverain, a donné ces chiffres-là. Mais il faudrait que le contraire nous soit donné par quelqu'un qui nous amène des preuves. Nous sommes en droit moderne. Je vous ai parlé d'un député actuel, qui est de l'Union Sacrée. Oui, pas plus tard qu'hier. J'en arrive. Il était sur le zone du Top Congo, Oui. Il a dit que, comme émolument, c'était 5 000. Oui. Et 3 000 pour des vacances parlementaires. Alors que mais c'est ça. Les présidents de l'Assemblée nationale parlaient de 5 000, toutes charges y compris. Non. Vous savez... Donc là, on est déjà à 8 000. Non, les gens ne comprennent pas. Hein, je peux vous ramener en droit du travail, positif congolais. Vous voyez? On vous dit, votre salaire, c'est 200 $. C'est ça les salaires. Maintenant, on vous dit, le transport, c'est 20 $. Mais quand on vous dit que votre salaire, c'est 200 $. Oui.
toutes les rubriques en fait partie. Non. Non, c'est ça qu'a Ça, c'est la rémunération. Non, ça, c'est là. Ils ne comprennent pas. Il y a la différence entre les salaires et la rémunération. La rémunération englobe les salaires de base qu'on donne à la personne, ainsi que les autres avantages, primes, ainsi de suite. On peut vous payer la prime de technicité, on peut vous payer la prime des diplômes et consorts. Vous voyez? Maintenant, quand nous prenons la prime de technicité, la prime des diplômes, nous prenons le logement, ces avantages-là, on les ajoute au salaire de base. Ça devient une rémunération. Vous verrez que le brut, hein, sans enlever l'hyper, la SNCS, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que le net sera, par exemple, de 1000 $ ou 1500 $. Donc, on ne va pas dire que mon salaire, c'est 1500 $. C'est lui qui dit ça, commet l'erreur. Vous voyez? Donc, les émoluments sont fixés. Peut-être c'est 5000. Maintenant, vous allez confondre avec des primes. Mais en France, on donne plus que ça. En France, on donne plus que ça. Et vous savez que la constitution que nous avons ici, la constitution des belligérants, hein, de la formule 1+4, a été rédigée en Belgique, à l'université de Liège, pour apaiser les émoluments dont vous faites allusion, d'après même la loi des finances 2024, oui, c'est fixé à 9 361 $. Oui, mais c'est fixé, les émoluments sont fixés à 9 300. Voilà. Hein? D'une manière brute, il faudrait que ça soit détaillé. Nous avons la loi des finances. Il faudrait qu'on prenne cette loi des finances et que l'on puisse la décortiquer. C'est la loi des finances. La loi des finances ne peut pas être changée par le président de l'Assemblée nationale, ni par les députés. Voilà, c'est là où c'est l'institution, Parlement, qui peut changer cette loi-là. Et d'ailleurs, le gouvernement de Mme Judith Toulouka va amener les projets de loi des finances en septembre ici, pour le budget de l'exercice 2025. Donc nous attendons que ces gens-là prennent la loi des finances, qu'ils puissent la décortiquer pour nous dire, voilà, dans les émoluments, ce que nous appelons émoluments du député national congolais, c'est combien? Ça doit être décortiqué. Hein? On ne peut pas nous dire globalement, non, les émoluments c'est 9 500, c'est 5 000, tout ça. On doit décortiquer. Puisque en France et dans d'autres pays d'Europe, on donne aux députés plus que ça. Vous voyez? On leur donne plus que ça. Les députés, la Constitution de la République les dit bien, en son article 101, on dit les députés nationaux représentent la nation. Vous comprenez? Vous voyez les poids. La nation congolaise, plus de 100 millions d'habitants. Mais un député national représente cette nation-là. En tant que représentant de la nation, comment peut-il être dans son paraître et dans son vécu quotidien? Comment peut-il être? Vous trouvez que c'est normal qu'un taximène, qu'un député national, le représentant de la nation, puisse entrer dans des petits taxis ici, dans des bus là, esprit des morts, hein, qui se renversent à tout moment, qui n'ont même pas la carte de contrôle technique et consort. Et il y a le banditisme routier comme ça, hein, entretenu par ces gens-là, de connivence avec les policiers de circulation routière. Qui malheureusement ne sont pas inquiétés, désolé. Mais je crois le gouvernement n'a pas encore commencé. Vous savez, l'ancien VPM, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, d'ailleurs que je salue en passant, avait pris des mesures. Ce qu'a fait le gouvernement Sama alors, hein? Non, ce n'est pas le gouvernement. Vous voyez, quand vous avez dit gouvernement... quand vous dites que le gouvernement n'a pas encore commencé ses actions, non, mais vous avez dit. Jacquemain, alors c'est une situation qui date de longtemps. Non. Donc le gouvernement Sama n'avait rien fait. Si, le gouvernement Sama a pris des mesures. Vous avez vu même la brigade ici, hein, qu'on a appelée Panthère Noire. Panthère Noire, pour lutter contre le banditisme dans la ville ici. Donc, aujourd'hui, Maître Jacquemain Chabani, hein, que je salue et à qui je souhaite plein succès, donc, est là. Hein, vous allez voir la continuité des services publics, vous voyez. Donc, je vous dis que et c'est normal qu'un représentant de la nation, digne, un monsieur qui doit, ou une dame, que l'on voit, des premiers coups d'œil,
on doit sentir que ça, c'est un représentant. De par son look. Mais est-ce que ce représentant de la nation peut aller entrer dans des taxis, dans des bus d'esprit de mort et consorts? Vous voyez, il y a quelques avantages qu'on peut donner à ces représentants-là pour le risque qu'il prend, pour qu'il soit à la hauteur de la représentation. Alors, il faudrait que les amis qui contredisent cela puissent décortiquer cette ligne-là budgétaire, qu'ils puissent la décortiquer pour voir ce que l'on paye au député national comme émolument comme tel, puisque les termes globalisants, c'est émolument. Mais on doit savoir les émoluments proprement dit, c'est combien. Et les primes, les différentes primes qu'on donne aux députés, par exemple pour les vacances parlementaires ou pour ceci ou cela, c'est combien. Comme ça, nous serons édifiés. La loi des finances est publiée au journal officiel. Elle est opposable à tout le monde. On peut aller au journal officiel sur Lukusa ici, en face de Vodacom, non loin du rond-point Forescom, là où il y a les monuments de forces armées. Donc on peut acheter le journal officiel et puis les décortiquer. Et les gens peuvent nous amener ces analyses-là. Ça pourra nous édifier sérieusement. Sinon, ce sont des spéculations inutiles, des spéculations qui relèvent de la jalousie et de l'envie. Puisque ceux qui critiquent là, s'ils étaient à la même place, ils ne refuseraient pas ça. Dernier sujet, dernière question, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est vrai, vous êtes d'une autre famille politique, d'un autre courant politique, mais n'empêche, pour que vous mettiez un point de vue par rapport à ça, je voulais parler de l'opposition, qui sans doute dans le jour à venir aura un porte-parole. C'est vrai, ça brûle, hein, qui va assumer, qui sera bien sûr le porte-parole de l'opposition. Il y a des tensions. De l'autre côté, Fayoulou pense qu'il n'y a pas lieu. Il y a des milliers qui disent que c'est un jeu de l'union sacrée pour bien manipuler ou de bien museler l'opposition. Sinon, cette fois-ci, on aurait un porte-parole de l'opposition. Katumbi semble être favori. Merci beaucoup. Guélo, vous savez, des choses pareilles, ça ne pouvait même pas appeler le débat. Ça ne peut pas appeler le débat. La loi sur le parti, sur l'opposition politique au Congo, c'est une loi spéciale, c'est une loi organique de l'opposition. Elle est là. Et cette loi a été édictée, promulguée avant l'union sacrée. C'est avant l'existence de l'union sacrée. On ne pensait même pas à l'existence de l'union sacrée en ce moment-là. Et on tranche. Et comme c'était des lois taillées à la tête du client, les gens voyaient Étienne Tshisekedi comme étant porte-parole de l'opposition. Et puis, on a parlé de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Quand on parlait de l'opposition extra-parlementaire, on voyait les sphinx délimité Étienne Tshisekedi Omolumba, d'heureuse mémoire. Maintenant, comme les gens de PPRD et autres, c'était les clients. D'ailleurs, le président Joseph Kabila les appelait Wadjanja. Donc, c'était des courtisans. Alors, les courtisans ont dit non, si nous prenons l'opposition extra-parlementaire, c'est Étienne Tshisekedi qui va venir. Et quand Étienne Tshisekedi va venir, c'est lui qui va évincer Joseph Kabila. Alors, il faut écarter l'opposition extra-parlementaire et parler seulement de l'opposition parlementaire. Alors, comme ils ont voulu parler de l'opposition parlementaire, les législateurs tranchent. Ils disent que celui qui peut être porte-parole de l'opposition, c'est le parti politique qui a un grand nombre de députés. Fayoulou, lors du mandat passé, même du mandat actuel, il avait combien de députés nationaux? Il ne peut pas prétendre à ça. C'est pour ça qu'il dit non, ce n'est pas le moment. Mais pourquoi il y a eu la loi? C'est pour que nous puissions mettre la loi en mouvement. La loi n'a pas été édictée et promulguée du temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République et chef de l'État.
Donc si nous respectons, nous devons avoir la culture de la loi, nous devons respecter la loi. Donc vous voyez par exemple... C'est Moïse Katumbi qui sera désigné non, comme mais porte-parole de l'opposition. quel est le parti politique qui a un grand nombre de députés, puisqu'on parle de l'opposition parlementaire. Alors si c'est ainsi que nous avons dit aux gens, quel est le parti politique qui est une première force parlementaire? Et s'il y en a, il n'y a pas de débat. On découvre ces partis-là, on lui donne ce droit-là. C'est ça la loi, c'est ça même la définition de la loi. Une règle générale, abstraite et impersonnelle. C'est-à-dire, la loi ne doit pas viser les individus, la loi trace la ligne de conduite de manière que celui qui peut, la loi demande que vous soyez à droite. Si vous vous retrouvez à gauche ou bien au centre, vous êtes condamné. Donc, ici, on ne peut pas avoir les débats. Il faut que les opérateurs politiques, au lieu de voir leur ventre, de voir leurs intérêts, de voir les palissades, de voir des maisons, de voir autant de femmes, ils doivent avoir la culture déjà, de la loi et de respecter la loi. En remettant en cause les résultats de la CENI, j'ai fait allusion à la position de l'ECD, bien sûr, ou encore de l'ECD, bien évidemment. Ne voyez-vous pas que c'était fait à dessein, c'était fait exprès pour qu'on arrive à ce niveau? Non. Pour qu'aujourd'hui, Fayoulou soit carrément écarté et que Katumbi représente l'opposition? Comment faire exprès, hein? J'ai bien dit, c'est la position de l'ECD. Gaillard, vous êtes journaliste intelligent et fouineur. Nous devons être sincères. Hein? Il y a un étudiant qui échoue. Il n'a pas étudié, il est dans le terrain. Qui a corrigé l'examen, qui a organisé l'examen? Non, maintenant il vient incriminer les professeurs. Oh, puisque le professeur m'a demandé de l'argent, puisque le professeur voulait sortir avec moi. Oh, connexion sexuelle, connexion ceci, cela. Vous voyez ça? Donc, vous avez vu en Europe, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le premier chef de l'État à faire participer les Congolais de diaspora au processus électoral. Mais comme nos compatriotes de la diaspora savent manipuler facilement les téléphones ici intelligents, hein, les téléphones Android, vous avez vu comment ils s'étaient fait enrôler, vous avez vu comment ils votaient. Et nous voyons nous tous à l'écran l'évolution des résultats. Fayoulou avait combien? Même les pays là, les pays accréditaires, les pays hôtes, hein, ils ont constaté la longueur dont qu'avait Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à Katumbi. Puisque si on n'avait pas fait participer Katumbi, comme il est étranger, on devrait dire... Non, papa. Non. Donc, on a toléré... Il avait pris part aux élections, il est ce n'est rien. On a toléré pour qu'il n'y ait pas de débat, pour qu'il ne continue pas à gonfler et à avoir des subterfuges. Mais si c'est le cas, donc il y a des irrégularités, on peut annuler les élections parce qu'il y a une participation de l'étranger. Non, mais nous lui avons reconnu ça. Oh. Vous voyez, nous lui avons reconnu. Hein? Mais au fond de son cœur, il sait. Il sait. Hein? Vous comprenez? On chute. Donc, nous chutons en disant que nous avons vu en Europe, il n'y a pas de tricherie comme vous allez nous dire, oh, ici au Congo, on a triché. Mais en Europe, là, c'était à l'écran. Les pays hôtes étaient témoins. Ils étaient témoins. Ils ont vu comment Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était dans le cœur des Congolais d'ici et de la diaspora. Alors, les résultats ont tranché. Il n'y a pas de débat. Vous n'allez pas dire ici, oh, on a triché, on a donné, c'était calculé. Non, nous devons avoir la culture du respect de la loi. Vous voyez ces gens qui font des bruits là, c'est puisqu'ils ne sont pas alignés. Vous voyez? Mais, donc, la loi dit quoi? La loi n'a pas été peaufinée par Alors que l'autre fois, sur ce plateau, vous étiez contre la publication des cas d'image, je veux dire de la CENI. Non. Vous, personnellement, je me souviens. Non, je vous dis ceci. Kadima a publié les résultats. Hein? Mais vous avez le droit de contester, vous? Non pas Fayoulou. Non, vous voyez, j'ai contesté, j'ai dénoncé. Oui. Je n'ai pas contesté, j'ai dénoncé les irrégularités qu'il y a eu. Vous savez que les élections, c'est une œuvre humaine. Vous voyez, et elle est perfectible. Alors, il y a eu quelques irrégularités. Puisqu'il y a eu quelques irrégularités, nous avons dénoncé ces irrégularités-là, mais nous avons accepté les résultats. Alors, nous nous sommes pliés. Alors, eux ne doivent pas dire aujourd'hui, non, l'opposition. Fayoulou était élu député national en 2018. Et il a fui l'hémicycle. Hein?
il avait cédé sa place à la première suppléante, que malheureusement Dieu a rappelé à lui. Vous voyez? Adolphe Muzito, l'ancien premier ministre, l'homme intelligent, je le salue. Donc, Adolphe était aussi élu député national. Mais il avait refusé de siéger. Fayoul avait refusé de siéger, il avait cédé à sa première suppléante. Adolphe a refusé de siéger, il a été invalidé à cause d'absentéisme. Alors, donc aujourd'hui, vous allez faire le bruit alors que vous avez un seul député. Ça n'a pas de sens. La loi tranche, il fuit la rigueur de la loi. Ils sont en train de fuir la rigueur de la loi exige que le parti qui a un grand nombre de députés puisse désigner les porte-parole. Si c'est le parti de Moïse Katumbi, donc oui, si c'est le parti de Moïse Katumbi, c'est l'ensemble qui doit présider. Maintenant, l'ensemble va dire, est-ce que c'est le président Moïse Katumbi qui doit lui-même être là, ou bien le président Moïse Katumbi cède cette place-là à un des cadres de son parti. Donc le poste revient au parti ensemble. Ils sont en train de rédiger déjà le règlement d'intérieur. Il y a un nouvel élan et LGD de Matata qui avait apporté quelques amendements. Donc ils évoluent certainement. Mais Matata, pas ce soir ou demain. Non, le groupuscule politique de Matata a eu combien de députés? Mais quel est votre point de vue? Quel est votre point de vue par rapport à la démission de Mme Bombo au sein du gouvernement au Noir? Quelle crédibilité ou encore que pensez-vous de sa démission? Merci en deux mots, parce que non, mais c'est ça, la beauté de la démocratie et la beauté de l'état de droit. À l'intermédiaire de l'investiture. Oui, mais bien sûr. Vous voyez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, a honoré la femme en nommant Madame Judith Toulouka, première ministre de la République depuis 60. Mais maintenant, c'est la femme. Vous avez vu comment Madame Judith a défendu le programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, concernant Madame Mbombo, ministre déléguée au ministère de l'Environnement, vous voyez, c'est encore une leçon. Judith nous a donné des leçons. Elle n'a pas demandé le report, non, donnez-moi 48 heures que j'ai préparé des réponses. Elle a rencontré les préoccupations de la représentation nationale. Illico, Iketnou, elle a rencontré ça. C'est une leçon. Aujourd'hui, Madame Mbombo, à moins d'un mois. Celle qui a claqué la, à moins d'une Celle qui a à moins d'un mois, oui. À moins d'un mois. Celle qui a claqué la porte. Oui, là, à moins d'un mois. Vous voyez les émoluments de ministres. Quand on est membre du gouvernement, beaucoup se battent. Même quand on est député, on veut être nommé ministre et abandonner l'hémicycle. Mais maintenant, cette jeune dame, à moins d'un mois, à moins de 2 semaines, elle démissionne. C'est une grande leçon. Je la félicite. Je félicite les femmes de la République. Puisque les hommes, quand bien même ils sont incompétents, le peuple décrit leur incompétence. C'est ça aussi le problème. Non, mais elle a quitté pourquoi? Elle a claqué la porte. Elle a quitté pour convenance personnelle. Quand la personne démissionne pour convenance personnelle, nous devons la féliciter. Elle ne veut pas salir qui que ce soit. Elle trouve qu'on n'a pas rencontré ses préoccupations. Sa vision ne sera pas mise en mouvement compte tenu de ce qu'elle est en train de vivre. Puisqu'il y a des gens qui sont dans la sphère politique, je ne veux pas dire, imaginez, j'ai dit virtuelle. Vous voyez, quand vous êtes secrétaire national ou général chargé des finances, par exemple au groupuscule là, de Martin Fayoul, vous gérez quelle finance? Vous gérez quelle finance? Mais lorsqu'on vous nomme ministre des Finances de la République, vous avez les FMI, la Banque mondiale, la BAD, les créanciers internes et externes, beaucoup de choses à la fois. Vous voyez, ça c'est le jour et la nuit. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas démissionner, mais Mme Mbombo est à féliciter, la femme congolaise est à féliciter, puisqu'elle a fait ce que les hommes ne font pas. Beaucoup d'hommes incompétents, ils aiment bouffer l'argent, ils aiment le cortège et tout ça, quand bien même ils ne parviennent pas à être à la hauteur de leur fonction. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes UDPS. Merci Maître Emmanuel Fonch. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de l'émission, on vous retrouve le lundi. Oui, ça sera pour un nouveau numéro, mais la rediffusion c'est à 18h aujourd'hui. Demain encore on va y revenir en termes de rediffusion bien sûr à 9h.